Merci à vous trois d'être là aujourd'hui. On va parler contenu, on va parler créativité, de choses qui nous passionnent. Patrick et moi, mon jumeau statistique, je confirme. Euh, et peut-être à tout seigneur, tout honneur, si on peut dire, Eve, peut-être que tu peux présenter Soch, ce que vous faites, vos objectifs, pour qu'on cadre tout de suite sur ton cas spécifique ce débat. Donc Soch, tu l'as dit, c'est l'opérateur 100% en ligne d'Orange. On propose des offres mobiles et Internet. On vient de passer la barre des 3 millions de clients, donc on est très content pour une marque qui est très jeune. Et donc en termes de positionnement, on est positionné sur le digital, donc je viens de le dire, et sur le low cost, qui n'est pas un gros mot pour nous, puisqu'on a une structure de coût qui est optimisée pour proposer des prix qui sont les plus compétitifs possibles, parce qu'on est dans une industrie qui est extrêmement concurrentielle, et donc c'est très, très, très important pour nous. Voilà, et tu me demandais notre cible. Donc notre cible, c'est un petit peu comme celle du Bon Coin. J'écoutais attentivement. C'est-à-dire qu'on a aussi bien les hipsters que la vieille mamie sympathique. Voilà, à partir du moment où la personne cherche à avoir un bon plan sur Internet, il n'est plus question de la cibler par âge, puisque le digital est disponible pour tout le monde. Donc on a une cible également très large. 3 millions, vous ciblez combien là, sur cette année? Combien de recrutés en plus pour donner l'ampleur de l'ambition? Alors déjà, je vais simplifier en disant qu'on cherche à être en croissance, ce qui est déjà énorme dans un marché mature comme le nôtre. Voilà, c'est un marché, tout le monde est équipé d'une carte SIM en France, pratiquement, on a un taux de pénétration très élevé. Donc déjà, croître, c'est déjà une belle ambition. J'ai pas très envie de donner des chiffres là tout de suite, mais voilà, on est en croissance et c'est déjà formidable. Alors parlons de ta ligne créative. Vous êtes assez actif, on vous a bien identifié récemment. Qu'est-ce qui a marché chez vous? Qu'est-ce qui marche de ce point de vue? Alors c'est un petit peu faire offense que de me demander ça, j'espère que tout le Oui. monde le sait. Donc c'est la fameuse campagne Je suis passée chez Soch qui a eu énormément de succès dans les cours de récréation et un petit peu partout. Donc c'est une campagne qu'on a lancée il y a 18 mois maintenant, il me semble, c'était à l'automne 2014. Et qui a très bien marché, qui répondait à plusieurs de nos objectifs. Le premier, c'est que ça nous a permis d'avoir une notoriété énorme, en tout cas d'augmenter notre notoriété, puisque ce que je disais, on est une marque qui a été créée pratiquement de rien du tout, puisqu'on a pris le parti chez Orange de ne pas partir sur la marque Orange. Donc on a été créé il y a à peine 5 ans, donc il a fallu quand même qu'on arrive dans le top of mind des Français. On a gagné 10 points de notoriété grâce à cette campagne-là. 10 points gagnés en grande majorité avec du earned media, donc c'est quelque chose dont on est très content parce que forcément c'est gratos. Désolé pour toutes les agences qui sont là, mais c'est forcément voilà, quelque chose d'important et de bonus pour nous. Et puis c'est aussi une campagne qui nous a permis de réussir notre objectif de performance, parce que je le disais, on est sur un marché très compétitif. Et grâce à cette campagne à la fois sympathique et que tout le monde a pu avoir en bouche, si j'ose dire, on a aussi eu un call to action, puisqu'on dit et vous, quand est-ce que vous passez chez Soch, qui a été un peu décliné partout. On va en parler peut-être tout à l'heure avec Laurence, pour ensuite transformer et donc être présent sur le marché. Donc tu allies créativité, branding, performance. Je pense que cette alliance-là est clé. Qu'est-ce que tu fais sur ton site? Parce qu'on parle de créativité, mais aussi de contenu, et je pense que c'est lié à l'heure du digital. Comment ça structure? Alors sur notre site, on a pris le parti aussi d'être un site qui regroupe à peu près qui ne soit pas qu'un site e-commerce. Parce que déjà, un peu comme les banques, enfin, voilà, on a une base de clients et donc qui viennent régulièrement sur notre site et qui ont besoin de trouver toutes les informations relatives à leur offre, pouvoir gérer leur compte. On a aussi décidé d'impliquer fortement une communauté de clients. Donc on a pas mal de rubriques qui permettent à nos clients de prendre la parole, d'aider les autres clients sur la relation client, etc. Et on a aussi une partie d'éditorialisation qui est importante, puisqu'on souhaite faire de la récurrence d'usage sur notre site, avoir des visites, avoir un grand nombre de visites pour que nos clients puissent ensuite trouver les informations dont ils ont besoin, mieux transformer. Et évidemment, cette éditorialisation participe à la valeur du SEO et donc à notre référencement naturel en ligne. Alors pour avancer un peu concrètement dans le débat, Laurence, Pierre-Antoine, je crois que tous les deux vous travaillez avec Soch. Qu'est-ce que vous faites en quelques mots pour qu'on comprenne concrètement?
Alors, moi, je peux donner un exemple de collaboration récente avec Le Bon Coin qui est intéressant. C'est vraiment. Là, c'était Soch. Mais après, tu vois. Non, mais c'est téléphoné. Ah, c'était ensemble. Le Bon Coin, tout ça. D'accord, formidable. Justement, bien sûr, c'était ensemble. Où on a recontextualisé finalement des offres Soch d'abonnement avec téléphone inclus en face de gens qui cherchaient des téléphones usagés ou d'occasion. Et donc, c'est vraiment le genre de recontextualisation. On va chercher les bons modèles de terminaux, les bonnes marques en face. Avec typiquement, c'est une situation marrante, comme tu l'as évoqué en introduction, parce qu'une cible assez similaire et à la recherche de bons plans. Donc voilà, c'était un bon cas où on a travaillé la créa pour faire en sorte qu'elle s'adapte le mieux possible au contexte. Laurence? Ça fait beaucoup d'années qu'on travaille avec Orange et on a la chance d'avoir un partenaire qui est très avide de nouveautés. Donc Soch nous a accompagnés et on a accompagné Soch sur le lancement de notre nouvelle techno Big Fish et qui nous a permis de répondre à un sujet qui était, alors bien évidemment l'objectif principal, le recrutement, mais recrutement de nouvelles audiences, de nouvelles thématiques. Donc on est allé chercher, on est allé écouter les signaux faibles, on est allé chercher de nouvelles thématiques pour créer en fait des ciblages ad hoc, des clusters, ce qu'on appelle des clusters ad hoc, et avoir une deuxième phase qui est la phase d'activation. Donc il ne s'agissait pas simplement d'écouter les bruits que fait la marque ou que font les concurrents, que font de nouvelles audiences, mais aussi derrière d'activer. Ça nous a permis de remonter des choses autour de la data, c'est un gros sujet, la data pour le mobile, autour du SAV par exemple, des tech setters, et donc on a créé 7 nouveaux ciblages qui seront disponibles et activables pour Soch. Alors, si on a le temps, on développera peut-être un petit peu après. Alors, comme je disais tout à l'heure, Pierre-Antoine, Laurence, notre audience vous connaisse bien. Juste en 2 mots, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Voilà, pourquoi est-ce que vous êtes encore là? Moi, j'en suis ravi. Mais stratégiquement, qu'est-ce qu'il y a de neuf de votre côté? Vous allez nous voir encore un moment, désolé. Hein. Super. Alors, de notre côté Adventory, on a l'Actus. On s'est développé à l'international. Là, maintenant, on est à Londres et à Francfort. Donc, pour une petite boîte comme nous, c'est la grande aventure. L'ouverture à Londres en particulier. On a fait en sorte que notre techno marche sur les écrans DOH, les écrans outdoor. Alors, c'est vrai, ça marche vraiment? Ça marche vraiment. Et on a des résultats. On a des résultats, on s'est encore expérimental sur l'affichage extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a permis aux agences créa qui produisent des contenus pour le digital d'amener ces mêmes contenus dynamiques directement sur les écrans et donc de voir les écrans digitaux comme une extension du digital online plutôt que comme une forme animée d'affiche. Donc on le prend par l'autre côté. Alors juste pour bien rappeler, Pierre-Antoine, sa spécialité, c'est les bannières dynamiques, c'est la créa dynamique qui dynamise donc les créas un peu à la volée. Voilà, et Laurence, moi j'ai une question pour toi. Weborama, c'est une data company, donc on est à l'heure et à l'ère de la data, donc on est ravis. On a beaucoup de sujets de déploiement, de stratégie data et de DMP. Alors la DMP, est-ce que c'est passé de mode? Parce qu'on en a beaucoup parlé, on a fait super article ensemble. Où est-ce qu'on en est maintenant concrètement? Là, il est temps d'apporter des preuves. Je pense que ça ne fait que commencer. Mais c'est comme le cerveau, on n'utilise pas toutes les capacités de la DMP. Pour ceux qui ont commencé, donc il va y avoir une phase 2. Nous, on considère qu'on est un peu dans la V2 de ces sujets-là, à une condition, sans doute, c'est de ne pas faire de la DMP un préalable, mais plutôt un auxiliaire d'une stratégie data. Donc ça, c'est l'enjeu majeur des sociétés qui vont maintenant aller dans ce sens. Un auxiliaire, c'est un outil central, c'est un outil qui est essentiel. Mais l'enjeu, vraiment l'absolu, c'est la stratégie. Il faut surtout avoir une stratégie data et se servir d'une DMP. Voilà, le risque, c'est de faire l'inverse, et qui peut être en effet ce qui a fait parfois ralentir un petit peu le déploiement. C'est plus le cas maintenant, et on est aussi dans une V2, parce que, on va peut-être en reparler après, dans une V2 de l'utilisation de la data. La data, grâce au programmatique, a eu un premier terrain de jeu qui était la performance. On rentre maintenant dans autre chose, qui est la data pour l'insight, pour le branding. Voilà. On est en train de toucher d'autres univers, et c'est ce qui va faire le lien avec le contenu. Le deuxième moment de cette table ronde, c'est justement data, créativité. C'est quoi ton angle là-dessus? Tu parles d'insight. Est-ce que tu peux creuser? On a la capacité maintenant, avec des points qui ont changé ces dernières années, c'est-à-dire qu'on avait la data, on travaille sur des beaux outils, mais on a maintenant du big data, du temps réel et du data vis. Ces 3 nouveaux éléments nous permettent d'aller encore plus loin. Versus quoi? C'est-à-dire, versus un traitement qui était un petit peu plus aride, on va dire, qui était entre les mains peut-être plus des technophiles que des marketeurs. C'est la première chose, et de faire le lien avec la scénarisation, avec la créativité. On avait une distance entre la data sert uniquement à livrer de la performance
Et maintenant, la data va servir à me faire comprendre des audiences, l'évolution des audiences, pourquoi une audience a changé, pourquoi une audience est attachée à ce produit ou ne l'est plus, pourquoi une audience est attachée à ce contenu, évolue, et comment elle réagit à un certain nombre de choses. Donc c'est cette phase 2 qui nous permet de faire des choses assez intéressantes. On a monté pour parler de chiffres, parce que je sais que tu aimes bien ça, on a fait des choses assez intéressantes avec AXA, entre autres. Un très beau projet où on a eu plus d'une dizaine de scénarisations créatives grâce à 6 segmentations, 7 sous-segmentations pour 24 heures sur la homepage de MSN qui était le choix d'AXA. On est allé très 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 loin dans les segmentations, sous-segmentations. Ça a permis de livrer des chiffres qui sont plus de 35% de taux de conversion et peut-être encore plus intéressant, un coût d'acquisition divisé par 3 par rapport au search, dans un cas de scénarisation et d'ultra ciblage. Mais là, on parle plutôt de contenu. Moi, c'était la partie, juste pour revenir là-dessus, la partie insight sur la créativité. Alors, on en a un peu parlé. Moi, ce que je trouve intéressant, si je comprends bien, c'est l'opposition avec ce que faisaient avant les instituts d'études, notamment avec des pré-tests, post-tests, un peu déclaratifs. Là, aujourd'hui, avec l'insight, et après, on va parler de l'activation, parce que c'est objectif. Moi, ce que je trouve assez fort dans ce que vous faites, si je ne me trompe pas, c'est comment la data, de manière automatique, apporte un insight, apporte un éclairage massif. Et donc, voilà. Alors, absolument. Parce que vous avez aussi un partenariat avec Ipsos. On a un partenariat avec Ipsos, en effet, qui vient compléter une offre Ipsos qui va dire sur des études déclaratives. On va apporter une brique qui va être passive, une brique digitale, qui là va offrir en effet une capacité, en fait, le principe et l'idée, c'est d'anticiper les moments de vie. Real time is too late. Donc il faut qu'on trouve comment donner de l'information, de l'insight à des marques et à travers Ipsos à toutes ces marques-là. Donc en écoutant les signaux faibles, alors notre nouveau produit s'appelle Big Fish parce que les gros poissons sautent en fond et qu'il faut donc les écouter et les faire remonter ces thématiques comme on l'a fait pour Soch, pour ensuite donner plus d'informations sur ces audiences qui bougent beaucoup, qui consomment différemment, qui changent de device, qui consomment différemment par device. Donc ça, on a la capacité maintenant à remonter ces informations-là, à les donner à nos annonceurs et à Ipsos entre autres pour qu'eux les traitent sous forme d'études ou bien sous forme d'activation média. Pierre-Antoine, ta vision, avant de passer au contenu, ta vision sur la créa même. Alors, ce que Laurence vient de raconter, on le vit beaucoup nous au quotidien, c'est-à-dire que plus on rentre dans cette segmentation et ce storytelling avec l'internaute, plus on essaie de lui raconter des choses de plus en plus précises grâce à la DMP, la connaissance qu'on a, des produits auxquels il s'intéresse, les insights que produisent la data. On rencontre beaucoup d'annonceurs qui du coup, je dirais, viennent nous consulter maintenant. La relation s'est un peu inversée, là où avant on allait expliquer ce qu'on faisait, nous consulter beaucoup pour des problèmes de productivité créa en fait. C'est-à-dire qu'on le vit dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans cette micro-segmentation, qu'il faut produire des kilomètres de créa avec des kilomètres de scénarios, différents wordings pour différentes cibles, la question d'industrialiser la production créa, de l'automatiser, de la mettre à jour en temps réel devient un vrai enjeu pour les annonceurs et un enjeu de productivité littéralement, c'est-à-dire que si on veut réagir vite, alors dans les télécoms c'est particulièrement le cas, à une offre ou à une contre-offre, changer les prix, ça c'est des choses qu'on savait faire avant, mais si on commence à vouloir réagir sur un segment d'audience, sur un fameux gros poisson qu'on a pêché au fond, qui a un centre d'intérêt significatif, mettre à jour rapidement des scénarios créa avec une offre adaptée à cette cible-là, c'est devenu un enjeu pour aller chercher l'étape suivante de performance finalement. Parce que la prochaine étape de la performance média, une fois qu'on a l'activation, elle est dans le message. Et donc voilà un peu l'endroit où nous on voit les choses maintenant changer, dans le sens où on était avant très disert à expliquer pourquoi il fallait le faire, et on est en ce moment plutôt sollicité. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'annonceurs s'intéresser directement au problème. Alors si on reboucle, en allant vers la fin de la table ronde, sur le contenu plus globalement, peut-être Ève, un mot sur ta segmentation de tes audiences, de tes visiteurs, comment ça se passe, à quoi ça sert, voilà. C'est un grand sujet. Pour simplifier vraiment très basiquement, globalement déjà on essaye de cibler nos clients de nos prospects. C'est très simpliste, mais on va dire que c'est déjà essentiel, c'est-à-dire qu'on a 2 homepages. Donc si le client n'est pas identifié, il va avoir une homepage purement commerciale qui va lui pousser des promos, des offres, voilà, des choses qui vont lui permettre d'acheter. En revanche, si le client est identifié, donc s'il est déjà client, il aura plutôt des messages relationnels ou alors des messages qui lui permettront derrière de faire de l'upsell, donc de souscrire à d'autres services additionnels. Et ça, évidemment, quand il est client identifié, c'est très facile. On a quelques données sur l'offre qu'il détient, etc.
Donc ça, c'est sur notre site. Après, en dehors de notre site, c'est les travaux qu'on mène avec Weborama, entre autres, on arrive à peu près à cibler un prospect pur, un client qui est chaud un prospect chaud dans le sens où il est allé voir des sites de la concurrence, donc voilà, il faut l'attraper. Un client qui est Orange, qui est un gros enjeu pour nous, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de cannibaliser l'offre de la maison mère. Donc si un client est Orange, on va essayer de le laisser tranquille, sauf si on sent qu'il est un petit peu chaud, justement parce qu'il est allé voir des concurrents. Et un client qui est déjà client, auquel cas on aura plutôt des messages de réassurance sur nos attributs pour qu'il ne nous quitte pas. Donc en live, la segmentation, ça marche. Peut-être justement, Laurence, pour reboucler sur ce que tu disais, c'est quoi la méthode, c'est quoi l'approche? Alors il y a le cas Soch, il y a tout à l'heure le cas AXA dont tu parlais, peut-être d'autres. Est-ce que tu peux nous décortiquer un peu comment on fait pour que ça marche concrètement? La data en général, tu veux dire? Oui, non, mais dans le cas, la segmentation des audiences, le contenu en cas de fonction de segmentation. Cet outil, la manière dont on travaille, c'est de choisir un corpus. En l'occurrence, là, on l'avait fait sur Twitter. Donc un corpus, d'accord, qu'on va crawler, qui va nous permettre de rassembler les mots associés à Soch ou associés à ses concurrents ou associés à des thématiques, créer des zones où ces mots vont se regrouper, des zones de cluster, et regarder les audiences qui leur sont liées. À partir du moment où on a fait le premier travail, c'est de l'exploration. Le deuxième, c'est en effet, j'allais dire, de faire des choix. Et là, le marketing de la marque rentre en jeu parce qu'il y a une meilleure connaissance, parce qu'il y a aussi une wishlist, parce qu'on va échanger. Et le troisième moment, c'est le moment de l'activation. Avec évidemment la beauté du geste, c'est que tout ça soit activable au plus vite dans la DMP, sur la totalité de l'écosystème. Parce que cette première partie est intéressante, mais elle ne l'est qu'à condition qu'on le fasse dans un timing extrêmement court, et évidemment avec la totalité de l'écosystème qui est celui de Soch. Tu disais sur AXA, il y a combien de... Je reviens là-dessus, sur ce chiffre assez impressionnant, combien de segments que tu arrives à gérer? Alors, sur AXA, on a beaucoup de segments dans la DMP. On a là créé, sur 24 heures, on travaillait sur à peu près 6 segments, 7 sous-segmentations. Ça paraît peu, mais en fait, avec toute la scénarisation du contenu. Par contre, sur Renault, par exemple, on a qualifié 100 millions de profils, 100 millions de cookies. C'est l'équivalent. On travaille sur des scénarisations et des audiences à peu près à hauteur de 50 milliards d'impressions par mois, maintenant, en ayant concaténé des datas sites, des datas médias, des datas extérieures, des datas third party qui nous permettent d'être de plus en plus précis, et à l'agence de faire un travail de lien avec la création, et évidemment derrière de réanalyse de quelle audience a bien fonctionné avec quel type de scénario créatif. Donc c'est une segmentation, tout ça pour avoir des messages pertinents de manière industrielle, massive. Et l'évolution, les moments de vie, j'y reviens, qui est un de nos Graal, et c'est les moments de vie. Voilà, c'est anticiper des moments de vie, c'est savoir qu'une audience est en train d'évoluer de tel type de comportement vers tel type de comportement. Pierre-Antoine, il y a un mot qu'on avait vu ensemble un jour dans un article, c'était celui de data scénariste. Pour conclure, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu, je pense que ça s'applique. Effectivement, c'est un métier qui est... On l'avait écrit dessus il y a 2 ans maintenant, 3 ans je pense même. Oui, c'est ça, ça fait longtemps. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un métier qu'on avait identifié à l'époque en se disant plus on aura de données, plus la question de savoir qu'est-ce qu'on veut dire à qui et dans quel ordre va devenir le métier de quelqu'un. Et c'était ni le métier des agences créa qui s'occupait de qu'est-ce qu'on dit, mais pas vraiment à quelle cible, ni le métier des agences médias qui s'occupait de à qui on parle, mais pas vraiment de qu'est-ce qu'on dit. Et finalement, il y a un métier qui émerge entre les deux, qui n'est pas évident, qui est, au regard de l'audience, de la position, de la DMP, du scénario, quelle histoire je vais raconter à cette personne-là. Et tu l'as évoqué en parlant d'outils de data vis, c'est-à-dire que ça ne peut pas être des gens trop geeks qui font ça ou trop techniques. C'est forcément un métier de marketeur, de gens qui connaissent sa cible et qui va l'analyser et qui va essayer de construire cette séquence de messages. Et c'est vrai qu'on voit ce métier émerger un petit peu en agence, mais de façon presque pas prévue pour nous. Ce métier est en train d'émerger chez l'annonceur directement. Tu confirmes? Le data scénariste, c'est ton Graal? Oui, bien sûr. Non, mais on a exactement ces mêmes problématiques, enfin ces mêmes questions, plutôt ces challenges d'allier les différents sujets et les lier avec la data et notre cible, et donc de les faire cohabiter avec tout ça. Voilà, le temps passe vite. Merci à vous, c'était super. Merci. À bientôt.